forcer à ralentir un peu sa respiration, ça doit venir naturellement. Voilà, alors la respiration, c'est tout le contraire de forcer. Alors, mais en même temps, il faut en être conscient. Alors c'est toujours le fait que les gens dans la vie quotidienne n'ont en général pas conscience de leur respiration. Et quand on s'assoit en zazen et qu'on est calme, on prend conscience de sa respiration. Et dès le moment où on prend conscience de sa respiration, en fait, ça complique. Et quand on essaye de contrôler sa respiration, en fait, on peut encore moins la contrôler. Donc, il faut accompagner le naturel, il faut engendrer le naturel, quoi. C'est-à-dire. Donc, la manière de respirer dans le zen, on se concentre en premier lieu sur l'expiration. Donc, en général, ce qu'on vous enseigne, c'est le contraire. C'est drôle, dans les trucs de relaxation, j'ai écouté, ils enseignent le contraire. Et là, au contraire, on va se concentrer sur l'expiration qui doit être plus longue, plus fine que l'inspiration. Elle doit durer plus longtemps. Alors, si on fait du bruit, ça fait et alors, c'est une respiration abdominale. Donc, elle est longue. Et à la fin de l'expiration, on laisse l'inspiration se faire automatiquement. Alors, il y a automatiquement une influence de l'inspiration sur l'expiration. Alors, quand vous avez approfondi un petit peu ce truc-là, pour avoir une expiration plus profonde, il faut que vous arriviez à plus lâcher et ouvrir pendant l'inspiration. Et ça va engendrer naturellement, en fait, une expiration plus longue. En fait, il y a toujours une complémentarité entre les muscles profonds, les muscles superficiels, la respiration profonde, la respiration superficielle, le cerveau profond, le cerveau superficiel. Et donc, voilà, on va essayer d'engendrer naturellement un mouvement qui fait qu'on va s'abandonner dedans. Voilà, alors bon, c'est tout un cheminement et ça prend du temps pour bien se sentir, mais enfin, il y a des moments privilégiés où tout d'un coup, en zazen, on dit, ah, ça y est, donc mon maître enseignait toujours, concentrez-vous sur l'expiration, en laissant les intestins, descendre vers le bas, et il se développe une expansion de la région abdominale sous le nombril. Donc il comparait au bruit de la vache. Certains animaux utilisent cette respiration abdominale et donc c'est pour ça qu'en Inde la vache est un animal sacré parce qu'elle représente la respiration zen. Voilà. D'autres questions? Que signifie suivre l'ordre cosmique? C'est un peu la même chose que la respiration. En fait, on se rend compte que en tous les cas, moi, c'est la sensation que j'ai dans notre vie personnelle et pendant notre vie personnelle, on accumule. En fait, les actes qu'on fait laissent des traces, laissent des influences qui vont se remanifester plus tard. C'est ce qu'on appelle le samsara, c'est ce qu'on appelle le karma. Alors, ça peut être des influences bonnes, ça peut être des influences neutres, ni bonnes ni mauvaises, et ça peut être des influences négatives. Mais les influences de notre vie ordinaire laissent des traces. Et quand on fait zazen, on efface les traces, on lâche les racines, on déracine. Alors, ça peut être des traces ou ça peut être des graines.
mon maître parlait souvent de graines. Alors si vous laissez des graines à chaque action, alors que ça soit bon, mauvais ou neutre, ça va donner, il va y avoir quelque chose qui va pousser, qui va prendre racine, et puis ça peut prendre racine, ça peut devenir solidement enraciné, ça peut être énorme, etc. C'est ce qu'on appelle le karma. Et alors dans le bouddhisme, on vous dit pas il faut pas faire le mal, il faut faire le bien. Parce qu'on considère que le bien lui-même, c'est pas le vrai bon. Le bon devient mauvais, et éventuellement le mauvais peut aussi se transformer en bon, en expérience, en bonne expérience. Mais c'est pour ça que la pratique du zazen dans le bouddhisme a une importance tellement grande, c'est que le zazen, c'est une non-action, et c'est une non-pensée, et c'est un non-karma. Je dis pas qu'on va pas penser pendant zazen. Pendant zazen, il y a des pensées qui se manifestent. Mais les pensées qui se manifestent en zazen sont des pensées qui se libèrent du subconscient. Elles remontent à la surface, alors on peut les observer, elles se libèrent. Et si vous pratiquez régulièrement tous les jours, vous allez voir que parfois il y a des choses, on se rend pas compte que ça nous préoccupe dans la vie. Et dès que vous allez vous asseoir en zazen, les pensées qui vont vous préoccuper vont jaillir. Vous allez les repenser, mais elles se libèrent en fait. Elles se libèrent de leurs racines. Elles reprennent leur liberté. Et donc, par exemple là, vous me posez une question, je réponds. Mais en fait, je me souviens souvent que mon maître, il disait, bon, à la fin du zazen, il y aura la possibilité de poser une question. Puis moi, quand on est jeune, on a beaucoup de questions. J'avais une question qui me préoccupait, qui était très très importante et qu'il fallait absolument que je pose à Maître Deshimaru. Et puis on faisait zazen, et puis alors à la fin du zazen, je repensais à ma question et elle avait plus de racines. En fait, le zazen l'avait libérée, et donc je disais, non, cette question, je me la pose plus, elle a aucun intérêt. Donc c'est très important de réaliser ça et de le pratiquer et d'en profiter. Bon, on peut pas sans arrêt faire zazen, sans arrêt déraciner. Puis vous avez des graines nouvelles, vous avez des graines anciennes, vous avez des graines très très anciennes, et c'est pas toujours facile de tout déraciner. Mais en fait, le principe du zazen, c'est ça. Et quand on est vide, on va suivre l'ordre cosmique. On le suit de toute façon, mais au niveau individuel, on se décale par rapport à... D'ailleurs, la preuve, c'est que on peut pas faire autrement que de suivre l'ordre cosmique, puisque c'est l'ordre de la galaxie. Je veux dire, c'est un mouvement énorme, une énergie énorme qui marche en même temps et dans lequel on est impliqué, on est entraîné. Donc c'est pas notre petite personne qui va bouleverser le mouvement galactique et même universel. Mais à un petit niveau, on peut se décaler. Par exemple, si on fait péter des bombes atomiques, si on commence tous à s'engueuler sur la planète, qu'on commence à faire la guerre avec les Russes là, à cause de la Crimée ou des trucs comme ça, et tout d'un coup on se balance des bombes atomiques, eh bien on peut très bien détruire la planète Terre et détruire la vie sur la Terre, et que ça soit en tous les cas à notre niveau catastrophique. Mais au niveau de la galaxie, ça sera pas tellement important parce que c'est tellement minuscule notre système solaire. Par exemple, si la galaxie elle était grande comme ça, le système solaire ça serait gros comme une poussière, quoi. Donc alors il y a la Terre qui pète, c'est pas tellement important. Mais donc on peut quand même avoir une micro influence, et en général l'homme, en tous les cas jusqu'à présent, en grande majorité, a une influence néfaste. Et pourquoi? Parce que
le malheureux, il a deux hémisphères, en fait, cérébraux, séparés par le corps calleux. Et en fait, c'est son problème. C'est que il a beaucoup de mal à faire fonctionner ces deux cerveaux simultanément, en complémentarité. Donc il est ou d'un côté, ou de l'autre. Et donc il est toujours en train d'hésiter. Alors on parle de la respiration. Ah, je vais essayer d'être naturel. Dès le moment où on veut essayer d'être naturel, on l'est plus, bien entendu. Alors c'est le gros crise entre être complètement inconscient et faire les choses comme par magie, ou alors être trop cérébral et tout organiser, tout préparer, faire lister tout, et avoir sa vie organisée jusqu'en 2025, en sachant où est-ce qu'on va aller en vacances et qu'est-ce qu'on va faire jusqu'en 2025. Donc en général on se décale par rapport et puis il y a aussi une forte conscience de l'ego et donc automatiquement des actions qui sont engendrées par des choses personnelles, par la comment on dit, par l'orgueil ou par la jalousie, ou par des tas de causes qui sont stupides. Par exemple, quand on regarde un arbre, il pousse pas par orgueil, ou quand on regarde le soleil se lever, il a pas de sentiment de penser qu'il est le plus fort ou qu'il doit faire la compétition avec la lune, ou tout ça. Alors que nous, on a ces contradictions à cause de notre cerveau. En même temps, grâce à cette contradiction de nos deux cerveaux, on passe quand on est à gauche, on n'est pas à droite, et quand on est à droite, on n'est pas à gauche. Mais en même temps, c'est ce qui nous fait nous surpasser, nous dépasser, et chercher toujours plus, et même, parfois même méditer ou pratiquer zazen. Donc, on peut supposer que ça fait partie de la nature, de l'ordre cosmique. Alors, la meilleure façon pour un être humain de suivre l'ordre cosmique, c'est de fermer sa gueule, c'est de pas bouger, et c'est de rien faire. Si vous faites rien, et c'est ce qu'on enseigne, c'est ce que le Bouddha enseigne le pire. Et il dit, ne cherchez pas à faire le bien, ne faites rien. C'est mieux. En fait, il dit, véritablement faire le bien, c'est faire rien. C'est-à-dire suivre l'ordre cosmique, se réajuster, c'est comme un ordinateur. Des fois, si on le laisse ouvert trop longtemps, ça se complique, il y a des bugs et tout ça. De temps en temps, faut redémarrer, faut le fermer, etc. Faut rebooter, faut nettoyer le disque. Bon, on se réactualise, Donc voilà, c'est ce qu'offre le zazen, c'est ce qui est censé offrir le zazen. Voilà. Merci. Bon, il y a encore une question urgente? Non, si vous avez une bonne... J'ai juste une petite question rapide. En termes de pratique, ou si on pratique chez soi seul, qu'est-ce que vous conseillez ou quelles sont les choses à éviter pour pas dériver vers... Bon, il faut se trouver un endroit où on soit pas trop dérangé, où il y ait suffisamment d'air, enfin le mieux qu'on puisse trouver, où on sera pas dérangé. C'est pas la peine de s'exhiber à sa famille ou à tout le monde, vaut mieux être discret, etc. Et puis c'est pas la peine de mettre de rakusu, de kessa ou de trucs comme ça, parce que vous êtes tout seul, tranquille, et vous vous asseyez, et puis vous êtes tranquille parce qu'il y a personne qui vous dérange, il n'y a pas le maître qui parle, il n'y a pas le kyosaku, il n'y a rien du tout. C'est l'avantage du zazen seul, mais le désavantage, c'est que vous corrigez pas votre posture et qu'il y a des gens merde, j'arrive pas à trouver le mot. J'ai des super bons mots, mais j'arrive pas à les retrouver. Qui fossilisent leur mauvaise posture.
Voilà, c'est qu'on se corrige pas et on va s'incruster dans sa mauvaise posture, on va la développer. La différence quand vous êtes au dojo, c'est qu'il y a un côté magique, l'hôtel, les autres, les règles de concentration pour rentrer dans le dojo. Alors, si vous avez les moyens, faites-vous un petit dojo chez vous, où vous rentrez du pied gauche, ou vous faites ça. On peut le faire aussi, hein, ça dépend des styles, mais moi, personnellement, bon, alors là, je mets un tapis au pied de mon lit et je m'assois en pyjama ou en slip, et je fais zazen, je mets pas de kessa, enfin, sauf si j'ai envie, je mets un petit rakusu, comme ça. Et alors donc, quand vous êtes là, vous êtes obligé d'abord de tenir compte des autres, vous êtes avec les autres, vous faites attention de pas les déranger, bon, et puis on se motive les uns les autres. Alors, bon, il y a des inconvénients, les deux ont des inconvénients, et alors vous pouvez faire corriger votre posture. Vous pouvez même demander, après le zazen, au responsable, de regarder votre posture, lui demander si ça va bien, et en principe, les responsables, ils passent dans les rangs avec le kyosaku, ils doivent corriger les postures. Faut bien basculer le bassin. Bon, et tant que c'est pas bien rentré, que vraiment c'est pas imprimé en vous, cette posture, bon, c'est bien d'aller au dojo de temps en temps pour se faire corriger, pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir parler aux gens, etc. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.